Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investir dans les dividendes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 5 actions éligibles au PEA et qui versent des dividendes allant jusqu'à 6,7%. Alors dans les actions que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a certaines qui ont déjà versé leurs dividendes en 2021, mais pour d'autres, c'est pas encore le cas. Donc pour celles qui ont déjà versé leurs dividendes, eh bien en fait, ça permet de préparer notre portefeuille pour 2022 et donc toucher de l'argent l'année prochaine. Et puis pour les autres, on va pouvoir profiter des dividendes dès cette année. Donc comme d'habitude, juste avant de dévoiler ces actions, le petit disclaimer qui va bien. Sachez que je ne suis pas conseiller financier, que mon avis exprimé dans cette vidéo, eh bien ça ne représente pas un conseil d'investissement, c'est juste donné dans un but pédagogique. Sachez que c'est pas parce que moi je possède ces 5 entreprises que vous devez absolument les posséder. Ça dépend de vos propres objectifs d'investissement. C'est à vous de prendre vos propres décisions et sachez que tout investissement comporte des risques et peut aller jusqu'à la perte totale de votre capital. Alors on commence tout de suite avec la première action qui s'appelle ALD Automotive. J'en ai déjà parlé plus tôt sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo complète pour présenter l'entreprise. Donc là je vais repasser rapidement dessus, mais si jamais cette entreprise vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, eh bien cliquez sur le lien qui apparaît maintenant sur votre écran et vous allez pouvoir tout savoir sur l'entreprise ALD Automotive. Aujourd'hui, au cours actuel de l'action, ça fait un rendement de 5% au niveau de cette action ALD Automotive. Je vous ai mis comme d'habitude le ticker qui est ALD. Vous avez le code EASIN également pour ne pas vous tromper d'action si elle vous intéresse. Et il y a plus de 404 millions d'actions qui composent le capital d'ALD Automotive. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo qui parlait de cette entreprise ALD Automotive. Et suite à cette vidéo, j'ai eu quelques mails et commentaires de personnes qui disaient « Moi franchement, ALD Automotive, j'attends de voir parce que c'est super risqué comme secteur. Regarde Europcar. Franchement, Europcar, ça s'est cassé la gueule. C'est très très compliqué, donc j'ai pas envie d'investir dans du ALD Automotive. » Alors, vous faites déjà comme vous le voulez. Encore une fois, on est là juste pour pouvoir parler de certaines actions. Après, c'est à vous de voir si elles vous intéressent ou pas. Vous faites votre propre choix. Par contre, il faut savoir que ALD Automotive et une entreprise comme Europcar ou encore Hertz, ça n'a franchement rien à voir. Alors oui, toutes ces entreprises louent des voitures, mais c'est pas du tout le même business model. Vous voyez, du Hertz, du Europcar, ils ont connu une année 2020 très compliquée. Ça a encore été très compliqué au niveau du premier trimestre 2021. Vous le voyez, 356 milliards de dollars de pertes pour Hertz sur le seul premier trimestre de l'année 2021. On est à quasiment 77 millions de pertes pour Europcar. En fait, pourquoi le business model il est différent ? Parce que Hertz, Europcar, ils sont très dépendants du tourisme, des aéroports, des gares sur la location courte durée. Au niveau d'ALD Automotive, on est quasiment exclusivement sur du B2B, donc c'est-à-dire qu'ils font des contrats de location longue durée avec des entreprises. Donc vous avez des contrats qui durent 2 ans, 3 ans, 4 ans et tout ça c'est verrouillé par contrat. Donc vous avez une très très belle visibilité et c'est pour ça que vous allez voir au niveau des résultats d'ALD Automotive, ALD Automotive a très très bien passé la crise Covid et a fait un excellent premier trimestre 2021. Ça n'a rien à voir avec les résultats d'Hertz ou encore d'Europcar. Encore une fois, c'est des entreprises de location de voitures, mais c'est pas du tout le même business model. Et perso, je mettrai pas un centime sur Europcar et sur Hertz. Par contre, ALD Automotive, j'y suis investi. Alors justement, si on détaille un peu plus ce business model, vous avez donc de la LLD, de la location longue durée pour les entreprises, de la location moyenne durée. Vous avez aussi de la gestion de flotte d'entreprises. Donc là, les entreprises sous-traitent la totalité de la gestion de leur flotte à ALD Automotive. Et puis vous avez bien sûr l'activité de revente de voitures, puisqu'une fois que vous avez loué une voiture pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, derrière, en fait, vous vous appelez ALD, eh bien, vous les revendez à des concessionnaires ou à des marchands qui, eux, après, vont revendre ces voitures à des particuliers. En 2020, je vous le disais, grosse résistance puisqu'en fait le bénéfice a baissé de seulement 9,6% malgré tous les confinements qu'on a connus et surtout le premier qui était très costaud. Ça a donné un résultat net de quasiment 510 millions d'euros donc de bénéfices pour l'année 2020. Et en ce qui concerne le premier trimestre 2021, eh bien vous le voyez, il y a eu une forte croissance par rapport au premier trimestre 2020, plus 20,7%. Les bénéfices s'élèvent au premier trimestre 2021 pour ALD Automotive
Automotive à 155,5 millions d'euros. On voit que le ratio coût sur chiffre d'affaires, il s'est encore amélioré et ça c'est important, c'est la capacité à générer de la marge. Donc le ratio coût sur chiffre d'affaires descend en dessous des 50%, très très bonne nouvelle pour ALD Automotive. Et puis la marge de revente unitaire sur ces fameux véhicules d'occasion s'est élevée à 439 euros. Donc voilà, ça c'est le bénéfice moyen, la marge moyenne sur les voitures, versus 43 euros seulement au premier trimestre 2020. Vous vous rendez compte, la marge a été multipliée par 10 en un an. Alors il faut savoir que après ce creux du premier trimestre 2020, il y avait eu le T2 qui avait été très très compliqué également. Et puis après, ça s'est redressé sur le second semestre. Vous aviez une marge qui était plus importante sur le T4 2020 à 481 euros. Mais c'est sûr que là, quand vous avez une marge qui est ne serait-ce que déjà multipliée par 10 par rapport au même trimestre de l'année dernière, eh bien ça porte les résultats. Donc ALD Automotive va bien. Dans les éléments à surveiller, vous avez quand même la crise des semi-conducteurs qui impacte ALD Automotive. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a une très très grosse pénurie de semi-conducteurs qui impacte toute l'industrie automobile. Vous avez des constructeurs qui sont obligés de freiner la production de nouveaux véhicules neufs. Donc ça impacte ALD Automotive. Jusqu'à présent, ils ont réussi à plutôt bien gérer puisqu'ils proposent aux clients existants de prolonger les contrats. Et oui, quand vous avez déjà un contrat de 3 ans, vous rajoutez une année, c'est pas très très grave et ça permet d'honorer les commandes des nouveaux clients, mais à voir dans quelle mesure ils vont arriver à tenir comme ça dans le temps. Et donc peut-être qu'il y aura quand même un impact sur ALD Automotive, en tout cas c'est quelque chose qui est à surveiller en cette année 2021. Au niveau des dividendes, alors le dividende 2020 à 0,63 euros, il a déjà été versé. Donc là, en fait, on va s'intéresser aux dividendes potentiellement à verser sur 2022 au titre des résultats de l'exercice 2021. On va essayer de se projeter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez quand même eu une belle croissance du dividende depuis l'introduction en bourse d'ALD Automotive. Et là, l'année prochaine, on devrait, normalement, si tout va bien, si les résultats sont là comme je l'espère, je pense qu'on devrait arriver à avoir un dividende d'au moins 0,68 euros et idéalement de 70 centimes d'euros. Ça veut dire qu'il faudrait que le bénéfice net par action soit d'1,40 € sur l'ensemble de l'année 2021, ce qui est tout à fait faisable étant donné la dynamique actuelle d'ALD Automotive au niveau de son business. Donc voilà, moi je pense qu'on peut avoir une belle croissance à nouveau du dividende comme avant, entre plus 8 et plus 11% pour l'année prochaine. Alors pourquoi je vous disais qu'il fallait 1,40 € de bénéfice net par action pour avoir un dividende d'au moins 70 centimes d'euros ? Eh bien c'est parce que le payout ratio cible de l'entreprise est entre 50 et 60% pour les exercices de 2020 à 2025. Auparavant, il visait entre 40 et 50% donc de ratio de versement de dividendes. C'est-à-dire que sur 100 € de bénéfices, l'entreprise indiquait qu'ils allaient en reverser entre 40 et 50 aux actionnaires. Et donc, ils ont rehaussé en novembre 2020 la target de payout ratio. Donc voilà, avec 1,40 €, si on est ne serait-ce que sur 50% de payout ratio, on aura bien ces 70 centimes d'euros de dividendes l'année prochaine. Mais ça, encore une fois, ce ne sont que mes projections à moi, je peux me tromper. Alors vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir demandé à parler un peu plus de mes achats, de mon portefeuille. Donc là, c'est ce que je fais au niveau d'ALD Automotive. Ma position initiale sur cette entreprise était de 80 titres. Sachez que j'ai renforcé cette position début avril 2021 avec un achat de 44 titres à 12,42 €. J'ai renforcé aussi fin mai et tout début juin 2021, c'est-à-dire il y a quelques jours par rapport au moment où je tourne cette vidéo. J'ai racheté 156 titres supplémentaires à un prix moyen de 12,58 €. Ma position totale sur ALD Automotive est de 280 titres avec un prix de revient unitaire moyen de 12,57 €, tout frais inclus. Ce qui veut dire qu'avec le dividende de 63 centimes d'euros par action, eh bien ça me fait un peu plus de 5% de rendement brut pour cette entreprise. Allez, on passe maintenant rapidement au cours de l'action ALD Automotive depuis son introduction en bourse. On voit qu'au moment où je tourne cette vidéo, la société a clôturé à 12,90 €. Et il y a régulièrement des opportunités au niveau d'ALD Automotive pour pouvoir rentrer moins cher. Vous voyez, fin décembre 2018, l'action était tombée au niveau des 10 €. Et puis, bien entendu, pendant le crack Covid de début d'année 2020, eh bien, l'action avait baissé très fortement. On a pu la voir sous les 8 €.
euros. Alors à l'époque, j'avais choisi d'investir dans d'autres entreprises, mais là pour le coup, je suis rentré un peu plus tard sur ALD Automotive. Je vous ai donné mon prix de revient unitaire juste avant. Ce que je peux dire, c'est que comme il y a des opportunités régulières et que là, je me suis déjà bien renforcé au niveau d'ALD Automotive, je pense que j'attendrai que l'action retombe sous les 11-12 euros pour me poser la question de renforcer éventuellement à nouveau ma position dans ALD Automotive. Et on continue avec une autre société qui s'appelle Amundi. Amundi, le gestionnaire d'actifs, en ce moment par rapport au cours de l'action, ça génère un rendement de 4%. Donc c'est une société de gestion d'actifs, comme je vous le disais, qui comporte 4800 collaborateurs. Elle est née, cette société, de la fusion de Crédit Agricole Asset Management et de Société Générale Asset Management le 1er janvier 2010. Donc elle a un peu plus de 11 ans. Et il y a plus de 1755 milliards d'euros d'encours sous gestion, donc c'est énorme, ça en fait le numéro 1 européen. Amundi, avec cet encours sous gestion, est même dans le top 10 mondial. Elle est présente dans 36 pays et elle a un peu plus de 100 millions de clients, que ce soit des institutionnels, des particuliers ou encore des clients corporate. Je vous ai mis le ticker Amun, A-M-U-N. Vous avez le code EASIN également pour ne pas vous tromper d'action si jamais celle-ci vous intéresse. En termes de répartition du capital, eh bien vous voyez, l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire principal, c'est encore le groupe Crédit Agricole avec quasiment 70% des actions. Il y a un tout petit peu d'autocontrôle, 0,3%. Vous avez les salariés aussi qui ont un peu moins d'1% du capital et puis le reste c'est du flottant. Voyons maintenant pourquoi j'aime beaucoup à titre personnel la société Amundi. Eh bien en fait, depuis sa création en 2010, il y a des encours sous gestion qui ont été multipliés par plus de 2,5 et depuis l'IPO qui date de 2015, eh bien là on a des encours qui ont été multipliés par près de 2. Donc c'est une société qui sait générer de la croissance, qui sait faire également des acquisitions et les intégrer correctement. En plus, elle est très bien positionnée au niveau des ETF qui ont vraiment le vent en poupe depuis quelques années maintenant. Donc c'est une société qui allie croissance et rendement en même temps. Si on regarde maintenant la répartition des encours par zone géographique, on voit que l'Europe pèse extrêmement lourd avec 77% des encours. Si vous additionnez les 54% de la France, les 10% de l'Italie et après le reste de la zone Europe hors France et Italie, on est bien à 77% des encours. Donc en dehors de la zone Europe, la deuxième zone après, eh bien, c'est l'Asie. L'Asie qui a fortement progressé au cours des dernières années puisque les encours ont été multipliés par 7 en 10 ans. D'ailleurs, les zones de développement prioritaires au niveau de l'international pour Amundi qui sont clairement affichées, c'est déjà continuer de se développer en Europe et puis bien entendu d'allumer les feux, de pousser vraiment les feux sur l'Asie qui va amener énormément de croissance au cours des années futures. Vous avez un objectif qui a été annoncé par le management de 500 milliards d'encours en Asie à horizon 2025. Donc la croissance est très forte via des joint ventures avec notamment des banques chinoises. Ils ont donc une société commune avec la banque ABC qui est numéro 3 en Chine avec 400 millions de clients particuliers. Et puis ils ont fait un deal aussi en fin d'année 2020 avec le numéro 4 de la Chine, Bank of China, qui a 300 millions de clients particuliers. Toujours une joint venture depuis 2004 avec SBI en Inde. C'est le leader du marché, c'est le numéro 1. Ils ont 450 millions de clients en Inde. Donc ça pousse très très fort au niveau de la Chine, de l'Inde. Et puis ils sont présents en Corée depuis près de 20 ans maintenant via encore une fois un partenariat avec une société commune avec NH. Alors, quelles sont les dernières actualités de la société Amundi ? Eh bien, on vient d'en parler rapidement. La création du partenariat avec Bank of China, c'était en décembre 2020. Joint venture en Chine, donc co-entreprise. Et ce qui est très intéressant, parce que c'est très très rare, il faut le souligner. D'habitude, les entreprises qui ne sont pas chinoises ne peuvent pas excéder 50% des parts. Elles sont même souvent minoritaires au niveau des co-entreprises. Et bien là, Amundi a obtenu de pouvoir avoir 55% des parts de cette co-entreprise. Donc voilà, Amundi a beau avoir un partenaire chinois, et bien c'est eux qui peuvent vraiment décider, qui ont plus de la moitié des parts. Donc ça c'est quelque chose de vraiment très important. Vous avez également l'annonce du rachat de Lyxor qui était en vente. Donc là c'est en train de se conclure. Normalement d'ici février 2022, le deal devrait être bouclé. Donc février 2022 c'est la date vraiment au plus tard. Et puis après il faudra arriver à intégrer l'entreprise, générer les synergies, les économies de coûts. Donc
le rachat se fera pour 825 millions d'euros. Ce sera relutif pour le bénéfice par action de 7% minimum, juste avec les seules synergies de coûts. Donc c'est un très très bon deal qu'a passé Amundi, et grâce à ce deal, à cette fusion avec Lyxor, et Amundi, avec le rachat de Lyxor, deviendra le deuxième fournisseur d'ETF en Europe avec 142 milliards d'euros d'encours. Au niveau des dernières news toujours, eh bien en fait le 10 mai 2021, vous avez eu un changement de directeur général. C'était le même directeur général depuis 14 ans qui a fait un travail exceptionnel à la tête de l'entreprise. Il s'agit d'Yves Perrier qui a souhaité passer la main, et donc c'est Valérie Baudson, j'espère que je prononce bien, qui remplace Yves Perrier depuis le 10 mai 2021. Elle connaît très très bien l'entreprise puisqu'en fait elle était présente chez Amundi déjà depuis 2007. Elle faisait partie de l'équipe de Yves Perrier, et Yves Perrier ne quitte pas l'entreprise, il devient président du conseil d'administration d'Amundi. Donc en fait, la relève est là et la transition va pouvoir se faire en douceur avec toujours un œil d'Yves Perrier sur l'ensemble de la stratégie d'Amundi. Donc ça, c'est super rassurant puisque vraiment Yves Perrier est extrêmement apprécié des actionnaires et du marché par rapport à la très belle histoire qu'il a réussi à créer autour d'Amundi. Zoomons maintenant sur les résultats du premier trimestre 2021. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien tout simplement que les encours sous gestion ont encore progressé de quasiment plus 15% sur un an à 1755 milliards d'euros. Vous avez également un résultat net au T1 qui a progressé de plus 50% par rapport à l'année dernière à plus de 309 millions d'euros donc de bénéfices. Un très très bon premier trimestre pour commencer cette année 2021. Et puis Amundi souligne dans son communiqué que la joint venture en Inde a continué de bien performé avec des gains de part de marché au premier trimestre 2021 sur ce continent qui est extrêmement intéressant en termes de croissance future. Si maintenant on regarde dans le rétroviseur, ce qu'on peut constater par rapport aux différentes années entre 2012 et 2020, eh bien c'est que les revenus nets ont vraiment progressé de manière très régulière. Alors il y a eu quelques petits à-coups notamment en 2018, l'année dernière en 2020 également bien entendu puisque la crise Covid est quand même passée par là, mais on peut constater que l'entreprise est très très bien gérée. Vous avez un dividende par action qui affiche une très belle progression depuis 2013. Avec en revanche en 2019 un dividende qui a été sucré à la demande de la BCE. Vous le savez, vous avez l'habitude maintenant pour tout ce qui est banque. Eh bien la BCE avait demandé de ne pas verser de dividende l'année dernière par mesure de précaution à cause de la crise Covid. C'était un dividende de 3,10 € qui était initialement prévu, et donc Amundi a respecté bien entendu la demande des autorités et n'a pas versé de dividende en 2020 au titre de l'exercice 2019. En revanche, au titre des résultats 2020, Amundi a repris la distribution de son dividende étant donné que c'était à nouveau autorisé avec un dividende de 2,90 € par action. Alors, on a regardé rapidement les évolutions du dividende. Maintenant, si on regarde le résultat net de 2010 à 2020, on voit qu'il y a une très très belle croissance des bénéfices de l'entreprise. Un petit coup de moins bien en 2020, on vient d'en parler, c'est normal. Alors cette croissance, elle a été organique et puis il y a aussi eu des rachats et notamment l'acquisition de Pioneer Investment qui a permis de faire un très très joli gap, que ce soit en termes d'encours sous gestion ou encore de résultats nets de l'entreprise. Un critère que j'aime bien regarder, vous me connaissez maintenant, c'est le nombre d'actions qui composent le capital de la société Amundi. Au 31 décembre 2015, il y avait 167 millions d'actions. Au 30 avril 2021, on compte plus de 202 millions d'actions. Ça veut dire que le nombre d'actions qui composent le capital de l'entreprise a progressé de plus 21,13%. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut surveiller en temps normal par rapport aux dividendes, parce que si on crée du capital, eh bien forcément, au niveau du bénéfice net par action, ça peut le mettre sous pression et donc ça peut être compliqué de tenir un versement de dividendes dans le temps. Bon, là, en ce qui concerne le cas d'Amundi, il n'y a pas de souci, puisqu'en fait, cette création d'actions, elle a été là pour la bonne cause et ça a soutenu le développement de l'entreprise et ça a été tout bon pour les actionnaires puisque ça a permis de bien aider à bumper le bénéfice par action. En l'occurrence, pourquoi il y a eu ces actions qui ont été créées ? Eh bien, il y a eu une augmentation de capital. Vous le voyez ici pour l'acquisition de l'entreprise Pioneer. Donc voilà, on a levé des fonds, augmenté le capital pour pouvoir financer cette acquisition. Et cette acquisition s'est extrêmement bien passée, a été bien intégrée, a permis à Amundi une nouvelle fois de générer des synergies de coûts et de continuer à croître. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On le voit ici au niveau du bénéfice net comptable par action, puisqu'en fait, malgré
malgré cette augmentation de capital, on voit que le bénéfice net par action n'a pas arrêté d'augmenter, sauf encore une fois sur l'année particulière de 2020, mais on voit qu'il y a une très très belle croissance, donc cette augmentation de capital, elle a été vraiment extrêmement bénéfique. Là, on en a la preuve sous nos yeux. Au niveau du dividende, c'est pareil, il y a eu une courbe ascendante très intéressante. Historiquement, il verse 65% du résultat de l'année, donc ça a été le cas également donc en 2021 au titre des résultats de l'année 2020 avec les 2,90 € par action. On est sur un payout ratio de 65%. Alors le dividende a déjà été détaché puisqu'il a été détaché le 13 mai 2021 et il a été payé aux actionnaires le 17 mai. Donc si demain vous achetez du Amundi, eh bien ce sera pour le dividende de l'année prochaine. Au niveau du cours de bourse, il y a un graphe qui est intéressant qui est mis à disposition des actionnaires par Amundi sur leur site internet, c'est celui-ci. Donc vous voyez par rapport à l'IPO, l'introduction en bourse d'Amundi fin 2015, vous avez un comparatif. Ici en noir c'est le SBF 120, les entreprises du SBF 120, et puis en bleu vous avez le cours d'Amundi. Donc on voit que Amundi a très très bien surperformé le SBF 120 depuis son introduction en bourse. Alors ce qu'on peut constater aussi, c'est que en fait Amundi, ça fait partie des valeurs qu'on appelle à fort bêta. C'est-à-dire que quand la bourse baisse, Amundi a tendance à amplifier les baisses et en revanche, quand la bourse monte, Amundi a également tendance à amplifier, mais cette fois-ci à la hausse, le marché. Donc là, on le voit ici sur la période 2017-2018, vous avez eu une explosion de la valorisation de l'action Amundi et puis après quand vous avez le marché, vous voyez, qui a plus légèrement baissé, si on regarde au niveau du SBF 120 en tout cas, et bien là vous avez eu un creux qui a été non négligeable et après boum, c'est reparti à la hausse et puis vous avez eu à nouveau la chute au niveau du Covid avant que ça rebondisse fortement. Alors là je vous ai mis à droite le cours sur la dernière année, on est plutôt dans la zone haute, vous voyez, puisqu'on a 73,05 € au moment où je tourne cette vidéo. Moi personnellement au niveau d'Amundi je suis rentré plutôt autour de 60 €, donc je vous dis pas que 73 € c'est un super prix pour pouvoir l'acheter, on est plutôt dans la moyenne haute historique. Donc Amundi, personnellement je suis exposé, mais je suis exposé sur un faible nombre de titres, donc ce que j'attends c'est que Amundi redescende vers du 62-60 €, idéalement sous les 60, et là ça me permettrait de pouvoir renforcer. C'est une société un peu d'opportunité Amundi, quand vous avez une baisse des marchés, et bien ça baisse d'autant plus, et moi je sais qu'à la prochaine baisse assez importante, je me renforcerai personnellement sur la société Amundi. Continuons maintenant avec la troisième action de notre top 5 des sociétés éligibles au PEA et qui versent des dividendes intéressants avec l'entreprise Sanofi et un rendement à l'heure actuelle de 3,7% de cette entreprise. Alors quelques chiffres clés très rapides au niveau de Sanofi, tout le monde connaît, c'est le géant pharmaceutique français. Il y a plus de 100 000 collaborateurs qui sont présents dans l'entreprise. Sanofi est dans 90 pays et fournit ses solutions de santé dans 170 pays dans le monde. Il y a 69 sites de production et Sanofi en fait a été créé en 1973. Et puis là, je vais vous donner une info que peu de gens connaissent si jamais vous vous êtes pas intéressé auparavant spécialement à l'entreprise Sanofi. Eh bien, c'est que à la base, elle est issue d'un pétrolier. Elle est issue de l'entreprise Elf Aquitaine qui, dans les années 70, a voulu se diversifier dans les produits de santé et de beauté et donc qui a créé l'entreprise Sanofi et qui s'est développée au cours des 50 dernières années via des rachats successifs notamment. Alors, je vais pas vous faire tout l'historique de l'entreprise Sanofi, mais je trouve que c'est une anecdote assez sympa à connaître. Au niveau de la structure de l'actionnariat de Sanofi, vous avez les institutionnels étrangers qui possèdent 63% du capital, suivi des institutionnels français. Ensuite, vous avez le géant français L'Oréal qui possède quasiment 10% du capital de Sanofi, suivi des actionnaires individuels qui sont assez nombreux. 4,8% des actions sont possédées par les actionnaires individuels. C'est une entreprise qui est bien aimée par le petit porteur et donc moi également. Et puis les salariés possèdent quasiment 2% du capital. Vous savez que j'aime bien quand les salariés sont au capital de leur entreprise, ça permet d'aligner les intérêts de la direction, des actionnaires et des salariés. Au niveau de l'origine géographique, le premier pays c'est la France avec quasiment 36% du capital, suivi des États-Unis avec 30% et du Royaume-Uni avec 13 points.
Parlons maintenant du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires a progressé de plus 2,4% par rapport à l'année dernière. Et puis vous avez surtout le BNPA, donc le bénéfice net divisé par le nombre d'actions, donc le BNPA des activités, qui a progressé de plus 15% par rapport à l'année dernière. Sanofi, depuis des années, fait énormément de travail pour resserrer les coûts, pour aller sur des activités à plus forte marge et se délester des activités qui génèrent moins de rentabilité. Et on voit que ça porte ses fruits. Ça avait d'ailleurs agréablement surpris le marché, cette publication, avec un bon boost de l'action Sanofi au moment où ça avait été publié. Donc plus 15%. Alors vous voyez, vous avez deux chiffres là. Vous avez plus 15 et vous avez plus 5,2%. Alors plus 15, c'est à taux de change constant, et plus 5,2%, c'est quand on tient compte de la variation des taux de change. Donc en fait, pourquoi le plus 15 il est important? Parce que c'est ce qui est vraiment généré par les activités, c'est la croissance de la rentabilité sans tenir compte de l'effet devise. Alors l'effet devise, vous voyez, il a été très très conséquent, mais pour le coup, si jamais on n'a plus cet effet devise qui est négatif, eh bien en fait, on voit bien que les activités sont plutôt très très bien orientées. C'est pour ça que cette publication avait vraiment bien plu aux investisseurs. Alors avec cette infographie, vous allez vite comprendre pourquoi les taux de change ont un impact si important que ça chez Sanofi. Sanofi, c'est un groupe français, vous avez énormément de chercheurs, d'équipes de recherche qui sont en France, mais au final, quasiment tout le chiffre d'affaires se passe ailleurs dans le monde. Le reste du monde pèse, vous voyez, 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires au T1, avec le premier pays dans ce reste du monde qui est la Chine, suivi du Japon. Et puis vous avez les États-Unis en numéro 2. Alors, les États-Unis, on dit que c'est en numéro 2 par rapport aux zones géographiques, mais si vous regardez par pays, eh bien les États-Unis, tout simplement, est le premier pays et de loin de Sanofi en termes de chiffre d'affaires, avec 2,9 milliards d'euros de CA générés sur le premier trimestre, suivi ensuite de l'Europe avec un peu plus de 2,2 milliards de CA au premier trimestre. Si on revient un tout petit peu en arrière maintenant sur le résultat 2020, on peut constater qu'en 2020, il y a eu une très très belle résistance de Sanofi avec un chiffre d'affaires à taux de change constant qui a progressé de plus 3,3%. Et puis vous avez donc le BNPA, le bénéfice net par action des activités, qui est de 5,86 € sur l'année 2020. Alors, vous voyez ici, vous avez BNPA, IFRS publié. Alors pourquoi vous avez ce chiffre-là et pourquoi il y a une différence de quasiment 3 € par action entre le BNPA IFRS publié et le BNPA des activités? Eh bien ça, c'est le bénéfice net par action vraiment généré par les activités quotidiennes. Et là, vous avez un impact de la revente de Sanofi qui a revendu des parts qu'elle possédait dans une société de biotechnologie, et donc elle a généré un bénéfice très important de 3 € par action. Et donc c'est pour ça que le mieux au niveau des dividendes, c'est de se baser non pas sur des résultats exceptionnels puisqu'il y a eu une vente d'une entreprise, mais vraiment sur le bénéfice net par action des activités, puisque c'est ce bénéfice net qui est récurrent. Au niveau du dividende, Sanofi, c'est une des plus belles actions françaises à posséder. 27 années de progression consécutive du dividende. Un truc de dingue. Vous voyez l'évolution là déjà sur les 10 dernières années au niveau du dividende. Alors, il ne progresse pas de 10-15% par an. Il progresse petit à petit, raisonnablement, mais il n'empêche que Sanofi, depuis 27 ans, n'a jamais baissé son dividende et n'a fait que l'augmenter. Donc c'est vraiment du bonheur si vous êtes actionnaire de cette entreprise. Sanofi est donc une aristocrate du dividende, au sens français comme au sens américain du terme. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo où j'expliquais ce qu'est une aristocrate du dividende, je vous mets le lien maintenant sur l'écran et vous allez pouvoir voir la définition d'une aristocrate du dividende. En tout cas, Sanofi, c'est une Rolls sur ce plan-là. Au niveau du payout ratio, quand on prend le bénéfice net des activités, eh bien, on voit que le payout ratio s'est élevé à 55%, donc c'est tout à fait tenable. En plus, Sanofi, je vous l'ai dit, est en train de faire un gros travail sur sa rentabilité, sur ses marges, donc il y a encore de la croissance qui va pouvoir venir au niveau du dividende. Il y a de la marge pour pouvoir l'augmenter pendant encore des années. On continue avec une entreprise dont je vous ai déjà parlé sur Investir dans les dividendes, l'entreprise Score. Alors je vais passer rapidement dessus puisque j'en ai déjà pas mal parlé la dernière fois. Je vous mets tout de suite le lien de la vidéo si jamais vous voulez découvrir plus en détail l'entreprise Score. Au cours actuel, au moment où je tourne cette vidéo, elle génère pour ses actionnaires un rendement de 6,7%. Et encore une fois, au moment où je parle, Score n'a pas encore versé son dividende au titre de 2020. Je vais vous donner les dates
de détachement et de paiement du dividende Score. Alors Score, très rapidement, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 50 ans, elle a plus de 4000 clients dans le monde, plus de 3000 collaborateurs et son boulot, c'est de faire de la réassurance. Au niveau du ticker, c'est SCR, je vous ai mis le code ISIN également. Faites gaffe, il y a des entreprises américaines qui sont assez proches en termes de ticker, donc pour être sûr de vous renseigner sur la bonne action, il vaut mieux utiliser le code ISIN. Les résultats de Score au T1 2021, ça donne quoi? Eh bien, ça donne des résultats en forte baisse. Vous voyez, moins 72% par rapport à l'année dernière, à 45 millions d'euros en résultat net consolidé par du groupe. Alors, pourquoi cette gamelle par rapport à l'année dernière? Eh bien, vous avez toujours le coût de la pandémie Covid au premier trimestre 2021 qui a pesé lourdement à hauteur de 162 millions d'euros. Et puis, peut-être que vous en souvenez pas, mais il y a eu le fameux vortex polaire aux USA qui est descendu jusqu'au Texas, donc il y a eu beaucoup de dégâts et ça a coûté 98 millions d'euros à Score au niveau de ce vortex polaire. Donc pandémie plus vortex polaire, ça fait beaucoup. Quand vous combinez les deux, Denis Kessler, qui est le patron de Score, a dit qu'il y avait une chance sur 3500 que ça puisse se produire comme ça au même moment. Eh bien ça s'est produit et malgré ce manque de chance pour l'entreprise Score et malheureusement aussi pour les gens qui ont été exposés à cette pandémie et à ce vortex polaire, eh bien, l'entreprise est quand même restée rentable malgré la combinaison de ces deux événements. Donc, Score est très solide. Le ratio de solvabilité, il est de 232%, sachant que le ratio optimal, il avait été défini entre 180 et 220% dans le plan stratégique Quantum Leap de l'entreprise. Donc, on voit bien que le ratio de solvabilité est vraiment au plus haut. Tout va bien pour Score, c'est très solide. Au niveau du dividende sur l'historique des dernières années, là vous voyez, ça progresse quasiment sans discontinuer. Alors l'année dernière, pareil, comme pour l'entreprise Amundi, eh bien vous avez les autorités qui ont demandé de ne pas verser de dividendes. Donc Score s'est conformé à cette directive. Maintenant, en 2021, au titre du résultat annuel 2020, ils ont décidé de proposer le versement d'un dividende d'1,80€ par action. La date du détachement du dividende, ce sera le 2 juillet 2021, dès que l'Assemblée générale aura eu lieu et aura validé ce montant de dividende. Et le versement, ce sera le 6 juillet 2021. Donc, si vous regardez avant le 2 juillet 2021 cette vidéo, eh bien, sachez que vous êtes éligible. Vous pouvez l'acheter jusqu'à fin juin, cette action, pour pouvoir être éligible au dividende de cette année. Et bien, sinon, c'est pas grave, vous l'achèterez si jamais vous le souhaitez. Avec ce dividende, ça vous permettra d'avoir un meilleur prix de revient unitaire. Seulement, il faudra attendre l'année prochaine pour avoir un dividende de l'entreprise Score. Alors, on peut voir ici que le payout ratio, il a été très bon jusqu'en 2016 et puis sur 2017-2018, vous avez un dividende qui a excédé en 2017 le résultat net de l'année. Donc ça, c'est pas très bon, c'est pas très viable dans le temps, même s'il y a beaucoup de réserves au niveau de l'entreprise. Au niveau de 2018, ils ont versé 100% du résultat et en 2019, ils avaient prévu de verser déjà 1,80€ et ces 1,80€ auraient représenté 80% de payout ratio. Alors, est-ce que ce dividende, il est pérenne dans le temps? Eh bien, ça dépendra de la capacité de la société Score à continuer à faire progresser ses résultats année après année. Mais pour le coup, je sais qu'il y a des très très grosses ambitions au niveau de l'entreprise. Donc, je ne dis pas qu'il y a un potentiel énorme d'appréciation du dividende. Mais selon moi, Score devrait avoir les moyens de maintenir ce niveau de rémunération de ses actionnaires. Au niveau du cours de l'action Score, au moment où je tourne cette vidéo, l'action vaut 26,83 €. Avant la crise Covid, vous voyez, l'action, en fait, elle était autour des 40 €, elle était à 37-38 €. Très très forte chute, forcément, elle a été parmi les premières entreprises concernées par cette épidémie en tant que réassureur. Donc chute sous les 20 €. Et puis le rebond, honnêtement, il n'est pas dingue par rapport à pas mal d'entreprises, puisqu'aux alentours de 27 €, on a seulement rebondi de un peu moins de 30% par rapport à ses plus bas de l'année 2020. On est encore loin des 37-38 € de pré-Covid. Et vous avez un actif net comptable par action de 33,61 €. Donc aujourd'hui, l'action décote par rapport à son actif net comptable. Donc ça paraît être une bonne opportunité au niveau de l'entreprise Score. Maintenant, il y a toujours des risques de s'exposer à une entreprise de réassurance, même si Score, vous l'avez vu, a un ratio de solvabilité qui est extrêmement solide.
Alors vous pouvez constater que quand je dis que je crois dans une action, eh bien j'associe les actes à la parole, puisque là je vous mets les achats que j'ai fait de la société Score. J'avais une position initiale de 30 actions, j'ai renforcé en janvier 2021 à un prix de revient unitaire moyen de 25,32 €, j'avais acheté 39 actions. Renforcement à nouveau mi-mai 2021 avec 37 actions supplémentaires achetées à 27,01 €. J'ai renforcé aussi tout récemment par rapport au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire fin mai et tout début juin 2021, en achetant 65 actions supplémentaires à 26,48 € de moyenne. Et donc, mon exposition totale au 6 juin 2021 sur la société Score s'élève à 171 actions avec un PRU, un prix de revient unitaire toute taxe comprise, de 26,32 €. Alors du coup, je suis déjà pas mal exposé à Score. Maintenant, je ne m'interdis pas, si Score passe sous la barre des 25 €, si jamais je peux en avoir à 24, 24,50, je pense que je compléterai ma position. Je suis un peu maniaque, j'aime bien avoir des chiffres ronds, donc peut-être que je rachèterai 29 actions Score pour pouvoir compléter ma position et arriver à 200. En tout cas, c'est sûr que 24, 24,50 post-dividende, c'est un niveau que je surveille et sur lequel je me renforcerai très très certainement si jamais j'ai assez de liquidité à ce moment-là pour pouvoir renforcer une nouvelle fois ma position sur l'entreprise Score. Et on termine cette vidéo avec un grand classique, Total Energy. Et oui, le nouveau nom de l'entreprise Total qui au cours actuel propose un rendement de 6,6%. Alors c'est pareil, Total, j'en ai déjà parlé, donc je vous mets tout de suite le lien vers la vidéo vers laquelle je parlais plus en détail de Total et de ses résultats 2020 et de sa stratégie. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez ici, allez sur cette vidéo. Attention, le ticker il a changé. Avant c'était FP, le ticker de Total, et depuis le changement de nom, donc là qui date de l'Assemblée Générale 2021, eh bien le ticker c'est TTE pour Total Energy. Le code ISIN en revanche est bien entendu resté le même. Pourquoi je suis toujours optimiste sur l'entreprise Total et je pense que c'est un bon plan? Bien en fait, on va regarder les résultats du T1 2021. Qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien on peut dire que le pétrole a fortement rebondi par rapport à l'année dernière. Vous voyez, plus 22% en moyenne sur le premier trimestre. La moyenne du T1 2020 au niveau du prix du baril était de $50 pour le baril de Brent. Là, on est à plus de 61 sur le premier trimestre 2021. C'est quasiment le même niveau que le premier trimestre 2019. Vous avez le GNL qui en revanche a bien baissé par rapport à 2019 avec une baisse de 16%. Il y a eu des difficultés également au niveau de la marge de raffinage avec une baisse de 84% par rapport à 2019. Donc là, ça a forcément pesé négativement sur les marges de l'entreprise. Mais au final, vous voyez que Total s'en est très très bien sorti puisque le résultat net ajusté part du groupe, donc en milliards de dollars, s'est élevé à 3 milliards en progression forcément très forte, plus 70% quasiment par rapport à l'année dernière, mais même en progression par rapport à 2019, vous voyez, plus 9% de progression. Au niveau du cash flow, on est bien aussi puisque vous voyez très très fort rebond par rapport à l'année dernière, plus 34%. Ça génère du cash, ça génère de la trésorerie totale, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez le ratio endettement qui a continué de baisser. Ça, c'était le gros objectif du groupe, d'arriver à passer sous la barre des 20% alors que le ratio endettement était de 21,7% au 31 décembre 2020. Ça peut paraître pas grand chose, 2%, mais pour un groupe de l'échelle de Total, c'est énorme. Donc objectif atteint pour le moment au niveau de ce ratio d'endettement. Donc le groupe est sain, c'est un des groupes d'énergie les moins endettés. Et puis vous avez donc le GNL et les renouvelables qui ont généré 33%, un tiers du résultat du trimestre. Donc au niveau du GNL énergie de transition et des renouvelables énergie d'avenir, on voit que ça commence à prendre le relais petit à petit au niveau du résultat net. Donc Total dépend encore énormément des énergies fossiles mais investit très fortement. Total arrive à générer de la croissance et des résultats avec ces nouvelles énergies. Le dividende au niveau de Total, il est trimestriel. Donc peu importe quand vous rentrez dans l'action, vous allez pouvoir toucher peu de temps après un dividende. Vous avez le solde du dividende 2020 qui a été annoncé à 66 centimes d'euros par action. Le détachement, il a été annoncé le 24 juin 2021. La date de versement, ce sera une semaine plus tard, le 1er juillet. Et puis vous avez Total Energy donc qui a annoncé que le montant du premier acompte sur dividende des résultats de l'exercice 2021
2021 s'élèvera là encore à 66 centimes d'euros par action. Et donc le détachement de ce premier acompte aura lieu le 21 septembre et le versement ce sera le 1er octobre 2021. Allez, dernière ligne droite de cette vidéo avec le cours de l'action Total. Je vous ai mis le cours sur les 5 dernières années. Vous voyez, au niveau du 10 janvier 2020, donc juste avant le début de la crise Covid, Total tournait aux alentours de 50 euros. Aujourd'hui, alors que le baril a fortement rebondi, alors que Total investit fortement dans les énergies renouvelables, alors que les marges sont bonnes, les bénéfices sont bons et plus élevés qu'en 2019, eh bien on constate que l'action elle est toujours très loin de ce niveau de janvier 2020, de ces 50 euros. Donc pour moi au niveau de Total, mais encore une fois ce n'est pas une recommandation, c'est juste mon avis, je trouve que Total est complètement décoté à ces niveaux-là. Personnellement je suis déjà bien exposé au niveau de Total puisque j'ai 500 actions Total dorénavant dans mon portefeuille. Je sais que si jamais l'action repasse sous la barre des 37-36 euros, eh bien pareil, si jamais j'ai à ce moment-là des liquidités, eh bien je me renforcerai sur l'action Total. Mon doux rêve, ce serait qu'elle repasse sous les 35-34 euros pour pouvoir recharger de manière plus importante. Mais déjà, si on l'achète sous les 37 euros, avec un dividende à 2,64 euros par action, ça donne 7% de rendement sur l'entreprise Total. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like s'il vous plaît, ça aide à faire connaître la chaîne, ça vous prend une demi-seconde. N'hésitez pas également à en parler autour de vous, à la partager auprès de vos amis qui aiment l'investissement sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et puis abonnez-vous bien entendu en activant les notifications pour pouvoir être prévenu des futures vidéos que je mettrai en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à très vite, ciao.